Madame, mademoiselle, bonsoir. Une édition du kiosque avec Gabriel Gallion, France Antilles. Bonsoir. Pourquoi vous êtes... Il y a un bruit bizarre. Pendant que je dis bonsoir, un bruit bizarre. En arrière-plan. Oui, ce bureau a des bruits étonnants. Bon, des bruits d'arrière-cour. On va procéder à des investigations. Daniel, bonsoir. Compère. Daniel Compère, progressiste. Est-ce qu'on peut rappeler que Daniel a été quand même le rédacteur en chef d'une revue qui s'appelait Icar? Oui, qui est à l'origine de la presse en quelque part locale. Pendant 21 ans. Qui était comme une sorte d'agence, de presse. Je dis ça pour les gens qui sont nés après 1990. Non, on a là un ancêtre de la presse, quoi. Certes, surtout que j'ai commencé à me prétendre avec un tas de guillemets journaliste depuis 1962. Ouais. J'étais étudiant à Paris et j'étais l'un des animateurs de la revue Majumbe. Ouais. Ah oui. De la GEM. La GEM, oui. Voilà. Michel Branchi, le progressiste. Ça te choque pas. Imagine le type qui a zappé. Allez, justice ad vitam aeternam. Tu risques d'avoir t'en rappeler mal au cœur. Oui, c'est vrai. Alors, une image, quoi, Open Soft System et tout. Ah, vous faites le journal, il va sortir là. Le business. Il est sorti, il va vous être remis dans quelques minutes. Quelques secondes. Oh, bravo. S'il est là, on peut nous le donner. Hein. S'il est là, on peut nous le faire parvenir. Il doit être en train d'arriver. Oui. Messieurs, Voilà. messieurs en attendant qu'il arrive, le Business News, une petite citation. Non, avant, je voudrais vous demander ce que vous avez fait d'intéressant cette semaine. Non, parce qu'il faut que les gens sachent ce que vous avez fait sur le terrain. Gabriel, quel est le reportage, quelle est la rencontre, quelle est la chose la plus intéressante que tu as faite cette semaine? Rien de plus, rien de moins que les mois précédents, que les années passées. Quelle interview qui a quand même été saillant? Alors, le problème, c'est que tu me poses une colle, parce que comme j'en vois tellement tous les jours, que je ne sais plus où j'en suis. Daniel, qu'est-ce qui t'apparaît? Tu vas y réfléchir, tu vas me dire. Daniel, À mon avis, la question l'a complètement perturbé. qu'est-ce qui t'apparaît comme chose intéressante de la semaine? Ou bien une actualité qui t'apparaît? Une actualité intéressante. Local ou bien. Comme vous voulez, je vous laisse libre, monsieur Sassine. Le prix Nobel d'économie. On va en parler tout à l'heure. Ah ben oui. Michel, toi. Bon, ce qui m'a frappé, c'est quand même le changement de pied du gouvernement dans l'affaire Air France. Oui. Changement de pied, un peu. Oui, c'est le meilleur pied, tu dis. Passer du mauvais pied, c'est le bon pied, on est là. Ah ben, tout à fait. Mais d'image, voilà ce qui a nourri la semaine. C'est le Business News qui a volé votre argent. C'est à peine paracoleur, à peine accrocheur. C'est une accroche. Non, en plus j'ai particulièrement aimé rédiger, je le dis volontairement pour taquiner Gérard, l'article sur le Séregmia. Parce qu'on a tenu, sinon on allait nous le reprocher, mais de manière extrêmement objective, sans tomber dans la polémique. Parce qu'effectivement, il y a des choses extrêmement dommageables dans ce dossier qui, de mon avis et de celui de mon équipe, ne remet pas en cause les hommes qui ont été mis en cause, mais remet en cause le système de fonctionnement de l'université. C'est gravissime sur le mode de fonctionnement de cette université. Et ça, il faut absolument je vais le lire attentivement. Je sens qu'on va se prendre, tu sais, un truc de diffamation. J'espère ne pas avoir à te servir du papier bleu. Bon, en tout cas, chose promise, chose due, on publie les résultats du sondage deuxième vague sur les élections à la CTM. Dans ce numéro. All right. Ce dont on a parlé la semaine dernière. Voilà. La citation de la semaine, écoutez-moi bien, rêve comme si tu vivais éternellement, vis comme si tu allais mourir aujourd'hui. Vous savez qui c'est? James Dean. Prenez pas ça comme précis. Il l'a appliqué. Moi, j'aurais aimé que tu nous resserves une citation où tu comparais, tu faisais la comparaison entre l'histoire de l'humanité et puis la disparition, et puis la tête portée à la nature, à la... Voilà. Et ça, c'est intéressant. Tu vas nous la redonner. Messieurs, les patriotes ont été sanctionnés par M. Letchimy. Le président du Conseil général a décidé de sévir. Du Conseil régional, pardon, mais ce soir décidément. À la suite du départ de la séance plénière du 22 septembre dernier, les élus du groupe des Patriotes, il leur a fait un rappel à l'ordre
puisque ces derniers ont décidé de ne pas siéger ni à la plénière du 22 septembre, ni à la commission permanente du 24 septembre, en présence de l'ex-première vice-présidente démissionnaire, estimant que cette dernière étant démissionnaire, les décisions qu'il prendrait seraient entachées d'illégalité. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, monsieur Boutrin, maître Boutrin, mon confrère Boutrin, a engagé une procédure contre le conseil régional. Au tribunal administratif. Contre le conseil régional devant le tribunal administratif, absolument, merci. Et à l'issue des débats, le juge des référés a décidé de rejeter la requête qui a été déposée, considérant que la décision du président du conseil régional n'empêche pas Mme Conconne d'exercer un quelconque mandat ni de participer à une élection, et surtout que la lettre de Mme Conconne avait quelques ambiguïté, enfin, était rédigé en termes équivoques, pour reprendre la formule qui a été utilisée, et qu'en second lieu, M. Louis Boutrin ne justifie pas d'un intérêt à défendre le libre exercice par Mme Conconne de son mandat, lequel constitue un droit personnel. En clair, seule Mme Conconne était en mesure de saisir le tribunal s'il estimait que la décision de M. Letchimy était contraire à sa liberté d'élu. Ce jugement défavorable à Louis Boutrin ne devrait pas arrêter l'élu qui semblerait faire saisir le Conseil d'État. Mais enfin, le Conseil d'État, il est saisi par des avocats qui sont spécialisés et qui très certainement, à mon avis, vont lui déconseiller de le faire. Allez-y, messieurs. Alors, ce que je veux simplement observer, c'est que c'est la première fois à la Martinique qu'un président d'une assemblée prend des dispositions à l'égard de membres de l'opposition, et que si chaque fois qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qu'un groupe politique manifeste un désaccord était sanctionné par le président de l'Assemblée, la République française croulerait déjà sur le ridicule. Maintenant, ceci dit, la question maintenant de Mme Conconne et de l'instance qui a été... J'ai assisté à l'instance, c'était intéressant du point de vue du débat juridique, parce qu'il y a eu un échange de droit d'assez haut niveau. Bon. Je ne suis pas assez fort pour apprécier si M. Louis Boutrin était non ou non avait intérêt à agir, mais ce que je crois, c'est que fondamentalement, la décision a été surtout prise, tout le monde l'a admis, avant même l'instance, elle a été surtout prise, non pas en droit, mais en opportunité, compte tenu du fait que l'instance vient avant un mois et demi d'une échéance politique majeure, et que par conséquent, je pense qu'un juge du tribunal administratif est sensible à une notion que j'ai souvent vue invoquée, c'est la notion d'ordre public. L'ordre public prévalant sur le droit. Quant à la destinée de cette instance devant le Conseil d'État, il y a une contradiction fondamentale qui est soulevée par M. Ursulé, c'est le fait que dans la fameuse lettre que Mme Conconne adresse au président du Conseil régional, elle dit, voilà, je me propose 3 solutions, la démission de mon mandat d'élu, la démission de certaines instances, et puis troisièmement, la remise de mes délégations de signature. Et on dit, alors d'un côté on dit que c'est non équivoque, okay, que la demande de démission, la proposition de démission n'est pas non équivoque, ou qu'elle est ambiguë, pour raisonner de manière en positif. Mais de l'autre côté, le président du Conseil régional choisit parmi ces options celle qui lui convient, et il dit, je vous enlève, effectivement, j'accepte que vous me remettiez vos délégations, je refuse votre démission, et il écrit d'ailleurs, dans son premier communiqué, Mme Conconne a démissionné. Bon, et je pense que dans une autre instance, dans un autre contexte, ça peut être pris en compte. Et puis c'est cette contradiction qui consiste à apprécier, alors qu'il n'y a pas de pouvoir d'appréciation. L'article 41-32 du Code des collectivités territoriales dit que le président enregistre la lettre, il n'a pas à apprécier. Bon. Or, il apprécie sur un point. Donc, ce point de droit, et il y a des jurisprudences d'ailleurs, qui est nombreuse, notamment celle en Polynésie française, qui était abondamment citée par les avocats de la partie soutenant
Boutrin, peut-être que ça peut être entendu dans une autre instance. Donc, sur ce point précis, mais le fond... Pour te taquiner, je te dire que la Polynésie française, le tribunal administratif, n'a peu de chance de faire jurisprudence. Sans aucune polémique. Mais tu as exposé. Il y en a d'autres. Il y a d'autres jurisprudences sur ce point précis. Enfin, en tout cas, je ne vais pas... On ne fait pas le procès. Je ne vais pas refaire le procès, et puis je vous dis franchement, je n'ai pas la qualité dans ce domaine sur le plan juridique. Ce que je note simplement, c'est que l'affaire n'est pas terminée, c'est tout. On sera à la CTM lorsque ça viendra devant le Conseil d'État dans 2 ans. Non, il paraît que ça peut venir très vite. Hein. Il paraît que ça peut venir dans les 15 jours. D'après ce que j'ai pu comprendre, un référé devant le Conseil d'État peut venir très vite dans les 15 jours, paraît-il. Eddie Bon, la problématique là, c'est est-ce que ça s'inscrivant dans une campagne politique, qui gagne, qui perd, parce que c'est bien ça. Bon, alors très clairement, et ça a été exploité de manière, j'allais dire, forte par Catherine Conconne, comme étant un élément de victoire, cette décision-là. Moi, je crois qu'il faut que les états-majors, d'un côté comme de l'autre, arrêtent le processus. Il faut qu'ils véritablement arrêtent le processus, parce que même en cas de victoire ou en cas de défaite pour l'autre, l'opinion publique, ce qu'elle retient, je ne parle pas des militants, je parle de l'opinion publique, c'est-à-dire beaucoup plus de gens, et surtout des électeurs. Alors je l'étaquine en passant, beaucoup de militants oublient d'aller voter. Rappelons-leur qu'il faut aller voter quand même. Beaucoup d'électeurs ont un regard extrêmement sévère sur ce type d'affaires. Je le dis parce que nous sommes en train de sonder, ok, et on fait de la double écoute et on sait ce que les gens pensent de ça. Donc un petit conseil, mais on l'avait déjà dit, arrêtez ça, parce que ça n'a aucun sens. D'un côté comme de l'autre, ça ne mène à rien. L'erreur magistrale de l'opposition au Conseil régional est d'avoir quitté l'hémicycle en disant qu'il ne reviendrait qu'en cas de départ de Mme Conconne. Et là, ils se sont piégés. Et le piège continue à durer. Moi, je crois que le conseil à leur donner, c'est de faire amende honorable et de revenir. Sinon, ils vont encore s'enferrer parce qu'ils n'ont plus de tribune pour s'exprimer. Et c'est nuisible au débat démocratique. Est-ce que la sanction prise par le président de la région est de la même mouture, irrationnelle, ou bien alors que non, mais ça aussi c'est de la politique. Le président de région leur tend un piège en prenant cette sanction, et puis ça va probablement aller plus loin. Donc l'idée c'est de dire il faut tout arrêter. Il faut vraiment tout arrêter. À la fois les choses trappes, les pièges, et puis les poursuites devant les tribunaux. Ça n'a aucun sens. D'une part, ça continue à décrédibiliser le personnel politique dans l'opinion publique, mais surtout, ça crée des situations qui sont dommageables pour la poursuite du débat démocratique. Absence d'opposition dans un hémicycle, c'est catastrophique au moment d'un tel moment de changement institutionnel. Un moment clé. Gabriel, toi qui es sur le terrain, est-ce que tu confirmes ce que dit Eddy quant à l'opportunité de se prêter à des gens le querelle de ce genre Quand on était gamin, il y avait une BD qu'on achetait, Pif Gadget. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est clair. Ouais. C'est des gadgets. Ouais. Il y a eu un coup politique qui a été tenté au moment où ils ont, le groupe des Patriotes, en fait l'intervention, demandant au président de clarifier la situation de Catherine Conconne, sinon il quitterait l'hémicycle. À partir du moment où ils ont tendu la perche, c'est le chimie a dit, mais quittez l'hémicycle. Bon. Quittant l'hémicycle, c'était un coup tenté qui aurait pu être gagnant dans la mesure où 12 personnes ou 10 personnes se représentent physiquement quittant l'hémicycle, ça aurait posé un problème de quorum. Malheureusement, le quorum a été maintenu, et le quorum a été maintenu jusqu'à la fin de la séance. Parce qu'il faut rappeler qu'un quorum, ce n'est pas à l'ouverture d'une séance seulement. Le quorum doit être toujours constaté à tout point en débat dans l'hémicycle. Il y a eu le quorum jusqu'à 21h. Bon, ça s'est raté. La sanction, enfin le rappel à l'ordre intervient après leur départ des représentants du groupe à la commission permanente. Bon, il y a eu ce rappel à l'ordre et puis il y a eu l'avertissement à Boutrin pour un jour public. Bon, Pif Gadget. Alors il a été, bon,
les mots sont forts, il y a eu X mots forts qui sont prononcés dans cette salle de séance plénière, comme il y en a d'autres dans beaucoup d'assemblées. Raison évoquée quand on interroge l'entourage de la présidence du Conseil régional, c'est une couverture administrative au cas où quelqu'un viendrait à contester quelque chose, je ne sais pas quoi. Bon, je crois que la campagne électorale, elle mérite un peu mieux que ça. Elle mérite vraiment qu'on rentre peut-être dans le fond des choses. Le fond des choses, ce sont les projets. Il y a une collectivité, et là, ça fait un petit peu. Est-ce qu'ils peuvent faire autrement? Est-ce qu'ils sont à même? Est-ce qu'ils ont des ressources intellectuelles? Est-ce qu'ils sont... non. Est-ce que... Tous, voilà. Est-ce qu'on peut attendre mieux d'eux, là? Oui, parce qu'il y a des projets qui ont été esquissés. Il y a des choses qui commencent à sortir. Oui, ils peuvent. Et bon... Je vais vous raconter une bêtise. Il y a quand même, j'aimerais répondre à cette question-là. Il y a quand même quelque chose qui vient et qu'il faut rappeler. 70% des élus de sexe masculin aujourd'hui, au Conseil général et au Conseil régional, ne seront pas présents dans l'Assemblée en décembre. Oui. Et ça, c'est historique. Ça va marquer une espèce de rupture brutale de ce qu'on appelait la continuité de l'exercice politique en Martinique. Eh bien, il y a peut-être des types, d'un côté comme de l'autre, qui sont en train de devenir fous. Tu penses qu'il faut leur barreau d'honneur? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc on dit au type, même si on t'aime, on lui dit ça. Ouais. Parce que là, les listes même si on t'aime, on ne peut pas te garder. On t'aime, on t'adore, mais on ne peut pas faire. Tu es un bon soldat. C'est pas possible. Tu es un bon soldat, par exemple. Non, mais téléphoner, il va me Eddie est beaucoup plus dur que moi. Je ne serais pas allé jusque-là, mais je partage entièrement. Ceci dit, là, ça va énerver mon ami Michel. Mais les les patriotes et sympathisants sont tellement machiavéliques que il va s'énerver. Que si Letchimy n'avait pas pris cette mesure financière pour aller vite, les mêmes, dans un certain retournement, auraient pu l'accuser de laxisme. Ils en sont capables. Oui, mais là, non, là on ne s'embarque pas d'analyse, on s'embarque dans le... de droit. Quand même, un président qui ne prend aucune mesure... Mais bien sûr. Alors, moi, j'aimerais élargir, parce que ce qui m'amuse dans ce que tu m'y as fait, c'est qu'il met en péril ses propres potes, notamment le maire de Fort-de-France. Parce que le maire de Fort-de-France, il va falloir qu'il s'inspire très fortement de la jurisprudence Letchimy, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui, à la mairie de Fort-de-France, enfin, qui ne mettent pas les pieds à la mairie de Fort-de-France. Tu veux dire un certain nombre d'élus. Et qui touchent. Non, mais pour le reste, on sait. Et qui touchent. Alors, déjà... aussi à la CACEM. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, à la CACEM. Mais je me suis renseigné, il n'y a pas que la CACEM et la mairie de Fort-de-France. On a fait une petite enquête téléphonique dans une dizaine de villes de Martinique, c'est exactement la même chose. Donc si on c'est là que notre argent est volé. Tu n'as pas eu le courage de publier ça. Tu as pour le CERGMIA, mais tu n'es pas prêt. Peu importe. Des petites sommes. Je vous donne une petite somme que tu touches sans avoir rien fait. Oui, pendant des années. Il faut des décennies. Bon, bref. Je me suis laissé dire quand même que la notion de... Si on prend le courrier, le communiqué de Serge Letchimy, il sanctionne parce que les gens refusent d'assumer leur fonction. La fonction... Oui. La fonction... Pas les mandats, les fonctions. J'ai bien précisé tout à l'heure que c'est le fait qu'ils aient quitté la commission permanente. Ça concerne que les membres du groupe patriote à la commission permanente. Et ça ne peut pas... Voilà. Mais par contre, les élus patriotes, aussi machiavéliques soient-ils, et sympathisants, sont remarquablement présents et assidus dans les commissions, bien qu'ils soient dans l'opposition. Ouais. Pour l'étendre de l'atmosphère, tu as parlé de folie. Écoute Michel, de folie à la veille de... C'est une blague, hein? On peut quand même. C'est un chien qui est doté de la parole et il parle à son maître et qui rend compte de ce qu'il a fait toute la matinée. Alors il dit j'ai fait ça, et puis à un certain moment, je me suis mis à aboyer, j'ai pas pu arrêter. Il dit mais pourquoi? Il dit le facteur est arrivé et je me suis mis en mode dingo. Il n'y a pas moyen d'arrêter d'aboyer. Je pense qu'on est dans le mode dingo là. Il est temps que la mode c'est ce qu'on appelle un massacre politique. Hein. Ouais. Que 70% des types qui ont une représentation masculine, il dit 70% de représentation masculine. Parce que tous les mecs, tous les élus d'aujourd'hui, conseil régional, conseil général, hommes,
même s'il y en a quelques-uns qui ont des velléités, se dire bon, pourquoi pas être candidat, il y a quand même un premier passage, il faut t'inscrire sur la liste, c'est sûr. Au Conseil général, il était élu, donc il pouvait y aller tout seul, ceci étant, tous ceux qui avaient la dissidence de leur formation politique avaient plutôt des difficultés. Là, on va dire plutôt la représentation masculine. Oui. C'est sûr qu'elle va masculine. Oui, il a dit ça. C'est ce que j'ai dit. Non, mais tu as dit les hommes, mais remarque à côté, la représentation masculine. D'autant. Oui, non, mais attends. Non, mais on avait compris. Parce que si nous ne faisons il y a quand même un Hyundai. Non, pas du tout. C'est lui qui a dit les soldats. Voilà. Messieurs, l'américano-britannique Angus Deaton, 69 ans, a récolté le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Autrement dit, le prix Nobel d'économie. Oui. Ben, on fait de la culture aussi. C'est ça. C'est le dernier de la saison des Nobel qui était marqué par le couronnement des Biélorusses. Bélarus, je ne sais pas comment on dit ça. Bélarus. Svetlana Alexievich, littérature, et du quartet d'organisation qui a permis de sauver la transition démocratique en Tunisie. Ça, c'est le prix Nobel de la paix. Alors, l'ami de Michel, l'économiste, a eu ce prix pour ses recherches sur la consommation. Quand c'est dit comme ça paraît tout bête. Sa consommation, en particulier celle des pauvres, ce qui est peut-être moins bête. Ce professeur, qui était écossais d'origine, et puis naturellement aux États-Unis, à l'université de Princeton, a analysé la consommation, la pauvreté, le bien-être. Et le développement. Pour élaborer des politiques économiques qui promeuvent, qui réduisent la pauvreté et qui permettent de comprendre les choix de consommation individuelle en liant, alors ça c'est le consortium le prix Nobel qui parle, en liant des choix individuels précis et des résultats collectifs. Angus Deaton s'est posé 3 questions. Comment les consommateurs répartissent leurs dépenses? Deuxièmement, combien dans une société est consommé et épargné? Combien et comment? Troisièmement, comment mesurer le bien-être individuel? Parce que c'est bien gentil, et c'est quelque chose de relatif, de conjoncturel, de différent. Cette question l'a poussé à une analyse fine des problèmes, comme la relation entre le revenu, la quantité de calories consommées, l'ampleur de la discrimination au sein d'une famille entre les sexes, etc. Il succède à un Français, Jean Tirole, qui avait été publié en 2014 pour son analyse de la régulation des marchés. Michel, à toi d'abord la parole. Bon, alors moi ce que je note quand même, à l'inverse des autres prix Nobel que cette noble institution a choisi, il ne s'agit pas de quelqu'un qui fait des modèles économétriques, il s'agit de quelqu'un qui allie à la fois la modélisation économique, l'utilisation des mathématiques et l'enquête de terrain. Et notamment en Inde, en essayant d'étudier l'impact des politiques d'aide notamment, et de lutte contre la pauvreté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il introduit quelque chose qui est maintenant dans l'air du temps. Il ne mesure pas les performances économiques uniquement par le PIB, par le produit intérieur brut, n'est-ce pas? Mais il essaie d'apprécier la notion de bien-être. Et il note que on peut avoir dans certaines circonstances un meilleur bien-être avec un niveau de revenu plus bas. Bon, mais c'est exactement ce qui se passe. Alors il note, par exemple, que dans un pays comme la Chine, on a pu résoudre le problème de la santé parce qu'on a mené une politique de masse. Alors, il ne va pas jusqu'à, parce que c'est quand même un néolibéral, il ne va pas jusqu'à utiliser la notion de bien public. mais oui, c'est vrai. Mais oui. Il a quand même un petit défaut. Mais oui, non, la notion de bien public, oui, parce que la notion de bien public serait un concept beaucoup plus riche. Mais c'est antinomique de néolibéralisme. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine a résolu un certain nombre de problèmes de santé et mortalité infantile en une génération, ce que l'Occident a fait en un siècle et demi. Mais oui. Parce qu'elle a utilisé le bien public, et puis Cuba. Donc, réduire parce que le bien public, et ça c'est l'angle mort de sa théorie, le bien public c'est le moyen précisément de réduire les inégalités sociales et la pauvreté. Donc, son dernier ouvrage se termine par un côté un peu pessimiste. Il dit oui,
il prend depuis il va plus loin que Thomas Piketty, hein, il va depuis les origines de l'humanité, il dit c'est bien, on apprend. Effectivement, comme ça, on peut mesurer des progrès, hein, comme ça. Si depuis l'homme néandertal, on peut dire qu'on a progressé en matière de santé, de bien-être, etc., de mortalité, etc., formidable, mais il y a encore des inégalités profondes, il y a 800 millions, il y a 800 millions de pauvres dans le monde en dessous de 1,90 $. Pourquoi? Eh bien, alors, il faut revenir à un autre prix Nobel qui n'a jamais eu son prix Nobel, c'est Karl Marx. Tu as certainement raison. Excellent. Est-ce que c'est Michel, ne nous esclaffons pas, ça fait perdre du temps. Est-ce que c'est pas lui qui a trouvé qui a co-produit avec un autre chercheur un ouvrage qui explique qu'à partir d'un certain niveau de revenu, le bonheur n'augmente pas. Donc, gagner 75 000 €, je ne sais pas combien par an, ça ne sert à rien de gagner plus. Ça m'a vraiment fait plaisir. Oui, mais il n'empêche. Non, je me suis mis une échelle, ma vie future, ma prochaine vie. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, mais il a découvert quelque chose d'extraordinaire, le gars. On garde fort. Tu imagines, avoir le prix Nobel. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors, tu peux ajouter quelque chose. Oui, il ne répond pas à la question suivante. Pourquoi les types continuent à accumuler? Oui. C'est la notion de pouvoir. Oui, pouvoir. L'argent ne donne pas plus de bien-être, mais donne du pouvoir. Mais un autre qui est aussi important que Karl Marx, c'est de dire que c'est le péché. Oui. Alors, tu veux que je dise quelques mots? J'ai écouté avant-hier soir une excellente, je crois que c'est sur France 2, un documentaire sur Monseigneur Bergoglio. Oui. Le pape François. Et pour une fois, on a monté son parcours. Mais ce gars-là, c'est un communiste. Oui. Est-ce que je peux en placer Non, je pense que c'est un trotskiste, il a fait de l'entrisme. De l'entrisme à l'église catholique apostolique et romaine. Vas-y. Bon, juste pour taquiner Michel, le capitalisme, c'est quand même l'exploitation de l'homme par l'homme. Exactement. Et le communisme, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. Voilà. Alors, un mot quand même. Il faut alors, un mot quand même. j'ai des collaborateurs de haut niveau. Je voudrais signaler quand même à nos auditeurs qu'il y a quand même. Attends, non mais attends, je voudrais quand même que lui qui a estimé que c'était l'événement de la semaine, qui s'exprime là-dessus. Voilà, parce que, bon, bien sûr, je n'ai rien lu de Angus Deaton, je ne connais pas son œuvre. Par contre, le premier contact, si j'ai pu dire, que j'ai eu avec lui, c'est une, entre guillemets, boutade du canard enchaîné, qui dit que ce gars-là n'a rien inventé, qu'il n'a écrit que des platitudes. Ouais. Platitudes. Onfray aussi a sorti des platitudes. Ça, c'est une première chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, Michel l'a un peu dit, pour une fois, me semble-t-il, un prix Nobel d'économie ne se contente pas de faire de la modélisation, d'élaborer des schémas, des théories, et de nous entraîner sur le chemin habituel de ce que j'appelle la financiarisation, n'est-ce pas, de l'économie, mais il s'attaque aux problèmes humains. L'économie à travers de terrain. La pauvreté, la précarité, on aurait pu dire aussi l'indice de développement humain, l'IDH, des choses comme ça. Bon, ça me donne envie d'aller voir de plus près, parce que ça me semble une approche moins théorique et moins abstraite. Galion, voilà. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Ou on passe? Non, c'est sûr. Attends, il a chuté avec le seul prix Nobel qui n'a pas eu le prix, Karl Marx. Ça oui, il faut souligner ça quand même. Non, ce qui est intéressant, c'est en même temps, je me disais, la quantité d'économistes qui ont un prix Nobel, quel est celui qui a vraiment modifié la vie des habitants de la Terre? J'en connais pas beaucoup, à part Karl Marx. C'est sûr. Mais plus sérieusement, ce qui est intéressant, mis à part effectivement de l'étude de l'indice de bien-être, ce qui est intéressant, je crois que dans ces... Bon, j'ai pas lu non plus, j'ai pas regardé, mais du coup j'ai regardé. Ce qui est intéressant, c'est le rapport qu'il y a entre le revenu et la consommation de calories. Oui. Qui dit consommation de calories dit bien-être, mais dit aussi capacité à se mouvoir et à pouvoir aborder peut-être des choses parce qu'on a le potentiel calorique intéressant. C'est un élément peut-être qui va, dans une dizaine d'années, va certainement intervenir dans d'autres calculs, et peut-être dans les calculs, la seule chose, il ne faudrait pas que ça soit dans les calculs des rémunérations, parce que là, on a quelques soucis. Surtout la rémunération politique. Alors, je voulais simplement ajouter quand même une petite chose, c'est, malgré tout, ça,
s'agissant de la pauvreté, l'INSEE vient de sortir, il y a à peine un mois, une étude qui est un petit peu passée inaperçue. C'est l'enquête sur le budget des familles qui a été réalisée en 2011, dont les résultats viennent de sortir, et qui montre que sur 10 ans, le taux de pauvreté a augmenté de près de 5 points à la Martinique. Bon, autrement dit, on était à 16,4%, à 21 et quelques pourcents. Bon, ça c'est une première chose. Ça veut dire que 84 000 Martiniquais, aujourd'hui, vivent avec moins de 620 € par mois. Bon, ça, qu'on m'explique que, alors que nous sommes dans la République française, que nous sommes dans l'article 73, que nous avons le RSA, comment se fait-il qu'en 10 ans, le taux de pauvreté continue à augmenter? Alors, il y a des réponses, il y a des réponses possibles, mais je jette cet élément. Peut-être que nous allons reprendre cette discussion, parce que les pouvoirs publics ont agi, le Pôle emploi a agi, les CCAS, les associations caritatives n'ont jamais été aussi actives, la banque alimentaire, etc. Malgré tout, j'ai une sorte de détérioration. Que nous retrouvons ce chiffre de 44 000. Voilà. Alors voilà. Donc en tout cas, il y a quand même un Martiniquais sur 5, plus de Martiniquais sur 5. Voilà. Elie. Moi, je nuancerais très fortement. Je dirais la chose suivante. D'abord, cette idée que plus tu recenses, plus tu trouves des gens. Oui. OK. Mais surtout que ce n'est pas le signe d'une augmentation de la pauvreté. Je crois que c'est le signe d'une augmentation du décrochage de la société régulée, de l'augmentation de l'économie parallèle. Ça, c'est une réalité. Et effectivement, ces gens-là, quel lien ils ont avec la société régulée? C'est qu'ils sont inscrits comme pauvres. On est d'accord? C'est-à-dire qu'ils reçoivent RSA, etc. Mais que font-ils d'autre? Moi, je suis persuadé que le Martiniquais n'attend pas que l'État français, ni même les politiques locaux, viennent à son secours pour se débrouiller. Il nous l'a montré. Tous les chocs que nous avons eus, les chocs historiques que nous avons eus, c'est énorme. Et notre capacité à nous remettre debout et à nous sortir de là, mais sans aide. Sans aide. Qui a aidé les Martiniquais qui ont tout perdu dans l'éruption de la montagne Pelée? Qui? Personne. Mais ça allait aussi loin. Non, mais ça a des conséquences. Oui, ça c'est la résilience, la capacité de résister, tout ça. Mais là, sur la période qu'il... Mais la période... Mais attends, l'économie s'effondre. Le type, il est viré de son emploi. Il touche le RSA d'un côté et puis il se met à l'économie parallèle de l'autre. C'est clair. Quels sont les éléments qui te permettent? Alors, moi j'ai deux éléments. Un, la paix sociale. Oui, la paix sociale, c'est-à-dire que dans aucun pays au monde, avec un tel taux de chômage, un taux de pauvre, la paix sociale, qui est un thermomètre intéressant. Puis le deuxième, c'est la circulation de la masse monétaire en liquide. Ouais. Je suis désolé. Ouais. Quand l'IEDOM met 100 €, il y a à peine 40 € qui reviennent à la banque. Les 60 € vont où? Ah ben ils alimentent l'économie informelle. Et ça augmente. L'économie souterraine. Enfin, il passe souterraine encore. Ça veut dire que c'est le business. Ça veut dire que ça travaille. Mais ça achète, ça vend, ça va à l'abattoir, ça mène son mouton. Ça... Mais bien sûr, le type est sur une île. Il n'a aucun moyen de s'en sortir en partant physiquement, sauf à prendre l'avion. Il ne va pas marcher sur l'eau. Il reste dans son île où il se barre. Eh bien, en restant dans l'île, il participe au fonctionnement au quotidien de l'économie parallèle. Et c'est ça qui sauve. Pourquoi le préfet est tolérant globalement, et les administrations sont tolérantes, parce qu'ils savent pertinemment que s'ils se mettent à appliquer de manière... Et tu es bien placé pour le savoir. C'est la révolution. Non, mais c'est vrai. Alors, attends, Michel, vous tous les deux, est-ce qu'on peut scientifiquement avoir une approche plus pointue de cette économie souterraine? Mais bien sûr, il y a toute une série d'éléments. À 15%. Enfin, moi, plus que ça. Moi, comment je mesure ça? Je demande à l'IEDOM combien ils mettent de billets en circulation, et combien de cette somme est recyclée dans les banques. Voilà. Tu mesures ça, tu regardes le poids que ça représente par rapport à ce qui est en circulation, et tu traduis ça en pourcentage de l'économie qui
et souterraine. Bon, ça s'appelle des bouillards, fait des bouillards, pas pêcher, mais c'est plutôt fait des bouillards pour survivre. Mais oui, c'est plutôt pour survivre. C'est pour survivre. Mais le phénomène existe quand même. Le phénomène existe, c'est pour survivre, et ça n'empêche pas que, Michel, attendez, 84 000 gens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, oui, nous avons un problème de pauvreté à la Martinique qui n'est pas nouveau, et c'est pour ça peut-être que si je pose la question à l'inverse, s'il y a cette économie parallèle, c'est peut-être aussi parce qu'il y a trop de misère et que les gens trouvent des moyens. Ils vont trouver des moyens, comme tu l'as dit, mais c'est des moyens de survie. Voilà. C'est pas des moyens de vie. Voilà. Mais non, La preuve, excuse-moi, la preuve, c'est que le système a explosé en 2009. Ben oui. Donc, autrement dit, ce système-là a des limites à un moment donné. Alors, il n'a pas trouvé de débouché politique, il n'a pas trouvé une expression. C'est autre chose. C'est un autre problème. On parle en économiste là. La soupape a explosé là. Voilà, ça a explosé. Et à mon avis, les conditions, ça c'est un point de vue, les conditions sont réunies pour que d'autres. Il suffit de n'importe quel incident pour que ça revienne. 2009 a été une éruption. Oui. Je voudrais exposer une petite théorie économique qui va Pierre Michel. Ça s'appelle la déformation du partage de la valeur ajoutée. Ça, c'est mon Gabriel Gaillot. Au profit des entreprises. Ça m'a énervé profondément. Et la question est quelles conséquences? Alors, voilà ce que dit M. Pirolo, Fabien Pirolo. Il explique qu'il s'opère en lui. Je vais juste chercher qui était ce Fabien Pirolo. Tu peux me dire qui c'est? Je vais te dire après. C'est un journaliste. C'est économique. Parce que, enfin, les données sont connues. Oui. Alors, il dit qu'il s'opère depuis plusieurs années dans les pays du G5, États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, une déformation du partage de la valeur ajoutée. Ce que j'aime, c'est la formulation économique, donc c'est presque de la littérature, c'est presque un exercice littéraire. Hein. Bon. La déformation du partage de la valeur ajoutée, écoute bien, Gabriel, ça va te plaire beaucoup, au détriment des salariés ou de manière équivalente en faveur des entreprises. Cela signifie que la part des profits dans la valeur ajoutée, et j'ai simplifié, ne cesse d'augmenter, tandis que celle des salaires ne cesse de diminuer. Ça, c'est peut-être vrai. Bon, c'est certainement vrai. Quelles en sont les conséquences? Alors, la déformation, comme il dit, elle est flagrante depuis le début des années 90. Pourquoi 90? C'était les crises... C'est les conséquences des politiques néolibérales des années 80. Alors, on peut imaginer plusieurs causes. Thatcher, Reagan. Non, mais je savais que c'était ça, mais néolibéral. Mais laquelle? Mais attends, ça devient un tic verbal. Donc, on peut imaginer, il a le droit d'avoir ces tics. Toi, les tiens. Le jour où il y aura une vraie révolution, c'est quand Gabriel Gaillot va dire ça, c'est encore une catastrophe néolibérale. Mais ça va nous arriver. On peut imaginer, monsieur, on est sérieux, on fait de l'économie. On peut imaginer. On peut rigoler là. L'économie, ça demande. Soyons joyeux et rigolants dans la parole. Monsieur Ditton a un nœud papillon, tu peux dire ça. Oui. Je peux continuer ma lecture parce que je n'arrive pas à dire ça. On peut imaginer plusieurs causes à ce phénomène. On peut supposer que la part des salaires dans la valeur ajoutée diminue lorsque le taux de chômage est élevé. Oui, parce que les pauvres, ils ne travaillent pas, donc ils acceptent n'importe quel emploi. Et puis, d'ailleurs, depuis 25 ans, on peut associer à chaque crise, celle du système monétaire européen, en 92, c'était pour faire un petit peu de révision. Hein, vous avez remarqué chaque crise? À chaque crise, on remarque cette déformation. Du système monétaire européen. D'accord. Non. Le SME. Ensuite, la bulle Internet en 2001, ou encore appelée bulle technologique. Ouais. Si vous voulez, vous allez expliquer ce que c'est. Les subprimes en 2008, mais là, on est fatigué d'expliquer. De même, ça, je sens que mon petit camarade va jubiler, la baisse du taux de syndicalisation explique que le pouvoir de négociation des salariés tombe. Il n'y a plus de syndicats, donc ils sont entre le marteau et l'enclume. Parce que le taux de chômage augmente. Bien sûr. Quels sont les effets de cette déformation? Un endettement excessif des ménages pour maintenir un niveau de consommation et d'investissement élevé. Aux États-Unis. D'où par exemple la crise des subprimes aux États-Unis, mais qui a provoqué par la suite le désendettement et par la suite l'impossibilité d'utiliser l'endettement pour augmenter la croissance. Tout à fait. On ne peut plus endetter les gens pour dire faites marcher les entreprises. D'où la planche à billets. Et donc la dette n'est plus utilisable pour booster la demande des ménages. Une baisse tendancielle, j'adore les mots comme ça, une baisse tendancielle de la demande des ménages, pour dire que les gens n'ont pas racheté encore. Quoi. Et quand il ne peut plus utiliser l'endettement, comme je dis, une baisse du commerce international, vous savez, c'est à la boucle ça. Hein. Et ensuite, c'est visible, on le voit dans tous les pays développés. Et ensuite, les possibilités pour le secteur public de se substituer à la
puisque eux-mêmes, l'État n'a plus d'argent, et puis ensuite c'est la crise, c'est ça à quoi on assiste maintenant. Et la chute de tout ça? La chute de tout ça, c'est qu'on ne peut plus croire à la politique keynésienne. Je te l'ai servi, je t'attendais. Voilà, la politique de l'offre et de la demande, c'est impossible. Alors, que fait comme politique? Michel va nous donner des suggestions. Non, le monsieur a une solution. Alors, lui, la solution. Il n'a pas de solution. Lui, la solution. Mais si, il a des solutions. Il y a quelqu'un. Je t'ai donné. En revenant ici, nous allons revenir un petit peu sur nos rives caribéennes. Il y a quelqu'un qui, en 2000, il était là d'ailleurs, président, c'est Sudri, qui a appliqué ce schéma avec l'économie martiniquaise. Il a démontré que sur une dizaine d'années, en gros, sur la décennie 2000... État généraux, augmentation des salaires. Voilà, on en vient. Il a dit il faut augmenter les salaires. Voilà. Il a dit il faut augmenter les salaires. Il faut un nouveau partage. Alors, nous dirions il faut un nouveau partage des richesses. Bon. Et là, nous revenons à Bergoglio, Monseigneur Bergoglio. C'est une capacité de synthèse. On ne va pas avoir une querelle de lecture du capital les deux ensemble, ça nous choque un petit peu. Mais il n'empêche que, en gros, l'idée c'est que cette suraccumulation financière produit une baisse des taux de profit, l'écrasement des salaires pour faire remonter le niveau des dividendes, des profits. Alors, ce qu'il n'a pas dit, c'est que la part des dividendes dans les profits, ça croît. Et il n'a pas dit... Je n'ai pas lu tout votre lecture. Et puis surtout, il explique qu'à court terme, c'est très intéressant pour les actionnaires de l'entreprise, mais qu'à long terme, c'est la crise, c'est la mort de l'économie. Voilà, donc, monsieur, je voudrais qu'on fasse un peu de collectivité territoriale de la Martinique. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais histoire de parler de l'économie keynésienne qui arrive à... Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais fondamental, il y a des gens qui nous ont dit que la dernière fois, ce qu'on avait précisé là, c'est très important parce qu'ils croyaient qu'il y avait égalité entre nombre de candidats et nombre d'élus. Et nous avons brisé le mythe. C'est pour ça qu'il faut répéter en permanence. Je vais chaque fois, tous les jours. Là, tu en as l'occasion là, il faut que tu le refasses. Mais rabâcher en étant pédagogique. Oui, monsieur. Un élément nouveau sur l'échiquier des idées CTM, c'est M. Justin Daniel qui est allé en Guadeloupe pour expliquer qu'il faut, en Guyane. Oui, c'est en Guyane qu'il avait fait. Il a été interviewé par un site guyanais pour expliquer qu'il faut briser le mythe d'une simple fusion dans la rencontre qui est faite dans le collet 2 du Bordon. Alors, il parle de la nécessité donc de remettre les montres à l'heure en expliquant que les termes de l'article 73, je n'ai pas vérifié parce que je ne vois pas comment les termes 73 ils précisent ça, mais enfin bref, dans la Constitution et de la jurisprudence du Conseil d'État, il explique qu'il s'agit de créer une nouvelle collectivité à partir de deux collectivités existantes que l'on supprime. Alors, ça a des conséquences. Contrairement à ce que les gens pourraient croire. C'est ce qu'on appelle une collectivité sui generis. Voilà, et différente. Exactement. La différence que ce n'est pas légalement, ce n'est pas une sui generis. Mais ça a l'odeur. C'est une sorte de ginger. C'est une sorte de... la forme. C'est une sorte de ginger ale. Alors, il dit que ça a des conséquences quand même. D'abord, il faut imaginer de nouvelles formes d'organisation interne. Bien sûr. Organisation administrative, de schéma des services. Organisation financière. Et que ça n'a rien à voir avec le département, et ça n'a rien à voir non plus avec la région. On ne peut pas s'inspirer de l'un ou de l'autre. Il faut créer quelque chose de tout à fait nouveau. Est-ce que vous pensez que les élus sont conscients de ça? S'ils ne sont pas conscients, je crois que la dernière mobilisation des agents du Conseil général leur a rappelé un petit peu ça. Tu penses bien que c'est le sujet qu'il y a? Non mais rappelons quand même. Oui. Et c'est quand même, il faut qu'on se mette ça dans la tête. C'est très important. Les types qui sont en train de gérer le passage, on va dire la fusion, moi, je préfère regarder ça comme ça, c'est plus simple pour les gens. Ils ne seront pas là pour la gérer. Ouais. On est d'accord? Ils ne seront pas là. Imagine l'effort que tu demandes au conseiller général, au conseil régional, de venir dans des réunions, comme ça, il y aura des bougas. Bon, tout ça, on va faire ça bien, mais vous savez qu'on peut faire les listes là. Il y en a un qui a illustré cette situation, c'est Alfred Spinoza, qui a sorti un petit communiqué. On va en parler. Estimant que la commission ad hoc qui préparait l'avènement est illégitime. Mais oui, mais Spinoza, il sait qu'il ne sera pas. C'est sûr. Sauf
ici, il y a encore un coup de doyen. Non, Spinoza est un homme sage, c'est un inspecteur d'académie, un homme très cultivé, et je crois en plus il est âgé. Je ne l'ai pas dit pour me moquer, monsieur. Et puis, je veux dire par là, il n'a pas d'ambition personnelle, donc il peut se permettre de dire les choses. Il dit la chose suivante, c'est que le gouvernement aurait dû prendre une ordonnance pour que ce ne peut pas être les élus actuels qui peuvent créer l'organigramme. Non. Bon. Mais il faut suspendre ça pendant 9 mois pour qu'on puisse se penser à faire ça. D'accord. Et à mon avis, c'était peut-être une des solutions techniques. Ouais. Mais je veux insister sur un autre aspect. Je n'ai pas lu le papier de Justin Daniel, mais ça fait longtemps que je le suis à la trace. Il y a un risque. Il y a un risque. C'est qu'il y a une petite musique qui revient à droite en disant on essaie de nous emmener vers l'autonomie, l'indépendance à l'insu de notre plein gré. Oui. Ok. Bon. Ce qu'il dit là peut être exploité dans ce sens. Mais en réalité, il me semble que le fond du problème est le suivant. C'est que vous aviez une collectivité, conseil régional, en gros qui était en charge du développement, sans les moyens juridiques, ni réglementaires. Oui, mais quand même. Et vous aviez une collectivité qui était chargée du social et de l'équipement. L'enjeu, un des enjeux, ce sera, contrairement à ce que pensent certains, notamment un certain économiste à la tête de l'IMSEP, ce n'est pas l'alliance entre une Alfa Romeo et une 4L, l'Alfa Romeo étant le conseil régional et la 4L étant le conseil général, c'est l'intrication entre l'économique et le social. Autrement dit, comment faire que les attributions en matière sociale de petite enfance, EHPAD, etc., recrutement, les prévisions qu'on va faire sur leur économie vont être dynamisées pour dynamiser le reste de l'économie. Et c'est ça, c'est un des enjeux qu'aura à Est-ce que je peux poser une question, vous qui êtes vraiment encore plus près du terrain que moi. Les textes datent de 2011. Juillet 2011. On est en 2016. Est-ce que cette conceptualisation, est-ce que cette synthèse, est-ce que cet homme nouveau qui sera l'homme de la collectivité, qui va allier le social, l'économique, etc., est-ce que cette approche de gouvernance a été envisagée dans le travail avec un rapport que vous avez vu? Non. La commission qu'a présidée M. Vaugirard, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, il faut remettre les choses. Je pose des questions. Justement, il faut distinguer deux choses. Il y a l'état de préparation de la fusion. Donc en fait, tu construis ta maison, tu mets le plancher, tu dresses les murs, tu mets le toit, tu mets les portes, les fenêtres. Mais les meubles, ce que tu vas rentrer, l'équipement, c'est une autre étape. Plus concrètement. C'est une autre étape. C'est une allégorie. Voilà. Concret, la commission ad hoc. Alors, attends, je traduis ce que tu viens de dire, parce que ça, c'est de l'image. Mais très concrètement, la commission ad hoc a préparé les éléments de la continuité du service. Un exemple très simple, il fallait avoir un logiciel qui puisse payer les salaires. Payer les salaires de deux collectivités. La nomenclature budgétaire du Conseil général. Il fallait unifier les deux. Un outil pour payer aussi les entreprises qui travaillent. Oui. Donc, c'est ça qu'elle a fait. C'est comme chercher un pot, mais enfin, écoutez. C'est ça qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a dit. En 4 ans, c'est ce qu'elle a fait. Non, mais non. Elle s'est dotée de logiciels. C'est pas facile. Elle a dit quoi? Elle a dit notre défi, c'est de faire en sorte que le 1er janvier, voilà, ça continue à fonctionner. Et ce n'est pas un mince défi. Ce n'est pas un mince défi. Très bien, ça, globalement, on peut dire que globalement, c'est bon. Donc, c'est-à-dire que l'administration va continuer. Ok, c'est pas ça le défi. Sans rupture. C'est pas ça le défi futur. Or, on a l'impression, et c'est cette mauvaise image qui est véhiculée, que c'est Bougaba Faye. C'est pas vrai. Ils ne peuvent pas faire, et il a raison, Gabriel a raison, ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ne sont pas légitimes à décider quoi que ce soit. On passe à autre chose. On a répondu. Retournons en rond là maintenant. Il y a une image pour que les gens comprennent. Quand on est passé à l'an 2000, il a fallu préparer le passage en 2000, c'est-à-dire que tous les systèmes informatiques du monde ont dû être. C'est technologique. Le passage à l'an. Les gens ont compris. Gérard, tu as compris. Non, les gens n'ont pas compris. Il faudra répéter ça systématiquement. Le passage en 2000 a dû mettre un certain nombre de temps pour mettre le logiciel en place. Ces mêmes bagailles-là.
Je voudrais citer une analyse que tu as faite. Tu me permets et puis je... C'est pas parce qu'on Oui, mais tu restes 10 ans sur toi, alors il y a un truc intéressant que tu as dit dans ton journal. La particularité de la collectivité territoriale de Martinique par rapport à celle de Guyane, c'est sa structuration en deux entités avec des pouvoirs distincts. Oui. Alors que les deux collectivités territoriales procèdent du même processus institutionnel. Oui. La Guyane a opté pour une assemblée classique, le conseiller de le président a tous les pouvoirs, et la Martinique a opté pour une structure politique binominal. C'est pas très original, la Corse connaît ça, c'est différent. Mais l'opinion de M. Gagnon et de beaucoup de juristes, c'est que l'autorité réelle de la collectivité appartiendra en fait au président du conseil exécutif. C'est pas une opinion, ça serait... C'est dans la loi, c'est dans la loi. Ouais. C'est dans la loi. Oui, parce qu'il est ordonnateur des dépenses, parce qu'il prescrit, il est chef de service, etc. etc. Mais seulement, il ne peut rien faire sans l'aval de l'Assemblée. Et ça, c'est une révolution. Alors pourquoi dire que c'est lui qui... Non, attention. Est-ce qu'il peut rien faire sans... Non, mais attends. Il faut faire attention à ça, parce que là encore, les hommes politiques s'emparent de ça, ils n'y comprennent rien. Il y a un patron. C'est clair. Le patron de la France, c'est qui? C'est le Premier ministre et le Président de la République. C'est eux les patrons. Mais, et c'est ça la démocratie, il y a un contrôle. Il y a un Parlement. Et là, le Parlement, entre guillemets, ne l'appelons pas comme ça, parce que ça va être dérivé. Ça va dériver. L'Assemblée de la collectivité a le pouvoir réel de contrôler. Il peut faire des enquêtes. Il peut diligenter des enquêtes. Il va dire, voilà, monsieur tel est responsable de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il a fait Et ça, c'est nouveau, ça. Pour une raison simple, c'est que le type qui est responsable de l'agriculture, il ne siège pas dans l'Assemblée. Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas son pote, c'est pas son copain, il passe his boy. C'est venez nous dire. Voilà. En clair, le président de la commission agriculture du conseil général et celui du conseil régional. Ils présentent un rapport, il y a une adoption, ils votent le rapport. Oui, ils votent eux-mêmes. Le conseil exécutif, auquel le président de la collectivité va donner la responsabilité de préparer quelque chose à l'agriculture, qui va le président de l'Assemblée, il ne pourra pas voter son rapport. Pas son rapport. Il le présente, il le soumet. En fait, c'est la séparation des pouvoirs. Séparation. Et ça, c'est pour la démocratie fabuleux. C'est un pouvoir de contrôle. Voilà. Je veux dire important. Juste une information. Aujourd'hui, jeudi 15 octobre. Vous avez peut-être dû s'entraîner comme moi-même. On passe demain. Oui, d'accord. Jeudi 13 octobre, à Matignon, le Premier ministre, accompagné de la ministre des Outre-mer, Georges Boulangevin, a signé avec Josette Manet, président de l'Encore au Conseil général, et Serge Letchimy, président de l'Encore au Conseil régional, le contrat de plan État, entre guillemets, région. Ce qui veut dire que nous sommes toujours dans la continuité, puisqu'en fait, ce contrat de plan sera mis en œuvre par la CTM. Messieurs, nous allons la prochaine fois parler maintenant de la motion de défiance, la motion de censure, pour avancer dans le cheminement. Et en attendant, passez une bonne semaine, vous tous, et puis vous aussi, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir.